Bonsoir à tous, bienvenue. Le téléphone refait son numéro en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 8 à 10 chiffres. Comment les populations vivent-elles ce changement? Nous sommes allés à votre rencontre. 12 millions de francs CFA de faux médicaments interceptés par la gendarmerie nationale. C'était lors d'un coup de filet au marché Roxy, le plus grand de la capitale Abidjan, en vente de médicaments illicites. Et puis au Niger, on connaît l'affiche du second tour de la présidentielle. Ce sera un duel entre le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, et le premier président démocratiquement élu, Mahaman Ousmane. Les numéros sont passés de 8 à 10 chiffres depuis hier dimanche. Si le basculement s'est déroulé avec succès, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la conversion des répertoires téléphoniques. Plusieurs abonnés se plaignent de ne plus retrouver les numéros. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Depuis hier, 31 janvier 2021, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire sont passés de 8 à 10 chiffres. La réussite de ce basculement est l'aboutissement d'une synergie d'action entre les techniciens des opérateurs de téléphonie du pays et ceux de l'ARTCI, l'organe de régulation des télécommunications. Malgré ce succès, il est toujours possible d'utiliser les 8 chiffres jusqu'en fin février, une mesure qui donne le temps aux utilisateurs de procéder à la conversion des répertoires téléphoniques. C'est à ce niveau qu'il a quelques grincements de dents pour de nombreux abonnés. J'ai basculé depuis avant-hier, je crois bien. J'ai utilisé l'application là, mais c'est tellement difficile. Lorsqu'on m'appelle, là, les noms ne s'affichent plus, c'est compliqué. Je suis obligée tout le temps de demander c'est qui, ça fatigue. D'abord même comme on avait de 8 chiffres, même on n'arrivait pas à mémoriser, c'est passé à 10, c'est devenu compliqué pour nous. Une situation que vivent mal d'autres abonnés. J'ai même des contacts qui sont partis, hein. J'ai perdu des numéros. Voilà, d'autres numéros ont été réellement convertis, mais d'autres par contre sont carrément partis. Les chiffres sont mélangés et tout, j'en ai rencontré vraiment beaucoup. Je devais télécharger une application là, mais quand je l'ai fait, il y a certains contacts qui n'ont pas été enregistrés automatiquement. Donc j'ai dû faire la modification de près de 200 contacts manuellement. Non, ça n'a pas vraiment été facile de pouvoir me retrouver parce que tous mes contacts WhatsApp ne s'affichaient plus. J'ai suivi l'application, les indications sur l'application jusqu'à ce que je finisse. Et puis bon, j'ai encore demandé parce que tout le monde ne va pas avoir peut-être le courage de demander. Et je me suis renseigné, j'ai appelé, j'ai dit mais ça me sort doublant. On dit non, regarde dessus, il y a des informations, il y a des paramètres qu'il faut pouvoir toucher pour que ça se règle. Et moi, franchement, je n'ai pas eu de problème. Ce passage à 10 chiffres du plan de numérotation permet à la Côte d'Ivoire d'élargir sa marge de manœuvre avec 10 milliards de combinaisons de numéros pendant les 50 prochaines années. 3 tonnes de médicaments illicitement vendus au marché d'Adjamé Roxy ont été saisis par la gendarmerie nationale. Ce marché est le terrain de jeu de nombreux trafiquants de faux médicaments, un business lucratif pour ces acteurs qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Timé Danger, Kimourik. Marché Roxy, sanctuaire de vente de médicaments de qualité douteuse. Ici, en plein cœur d'Adjamé, centre de la capitale économique Abidjan, des pharmacies à ciel ouvert livrent une concurrence déloyale au secteur formel. Le médicament, ce n'est pas juste essentiellement la substance qu'on tient dans la main, mais le médicament, c'est cette substance-là, mais avec les conditions de conservation. Je prends un exemple. Je peux avoir un médicament régulièrement fabriqué par un laboratoire agréé, mais au lieu que je sois dans le circuit officiel de distribution du médicament, je retrouve sur le marché à des températures dépassant les 30 degrés et même souvent les 40 degrés. Donc vous comprenez que là, le médicament n'est pas conditionné correctement. Donc il devient un poison, il devient quelque chose de qualité inférieure. C'est sur ce théâtre que ces hommes de la section antidrogue de la gendarmerie nationale se préparent à descendre. Il n'a aucun secret pour ces hommes du renseignement. En aparté, ils affinent les stratégies, morale au beau fixe. Place maintenant au conseil du chef d'unité. Vous connaissez bien
l'attitude des femmes. Surtout qu'on va leur arracher les choses qui leur sont chères. Il y aura forcément certains comportements désagréables. Mais vous devez rester gendarme. On a un seul objectif, aller ramasser les médicaments qu'elles vendent. Ils sont sur les étals. Ne cédez pas à la provocation. Et après, c'est l'embarquement, le cœur à l'ouvrage. Une dizaine de minutes, les voici à Roxy. L'opération donne ses premiers fruits. Sans abdiquer, des tenants des lieux sautent le compteur et dressent des barricades. En face, pas question de battre en retraite. Les hommes de la maréchaussée ivoirienne foncent. La résistance tombe, des meneurs perdent connaissance. Des verrous de boxe sautent, des colis sont découverts, des larmes mouillent les visages. Des hurlements de dépit et de détresse déchirent le silence ambiant des lieux. Sans ménagement, l'intervention se poursuit avec d'autres saisies importantes, loin de contenter l'unité qui progresse sur cet immeuble délabré. Au deuxième étage, ce couloir mène à une cache. Y sont stockés, à une température de plus de 40 degrés, des médicaments de diverses natures. Même découverte dans le second immeuble, sur le flanc gauche du marché. Là encore, une importante cargaison est débusquée. On a trouvé aujourd'hui des saisies de tramadol sur le marché noir, qui étaient même dosées à plus de 200 mg, voire même 500 mg. Souvent même, ce sont des doses vétérinaires. Donc vous comprenez effectivement que ça pose un véritable problème de santé publique. La moisson s'annonce bonne, de quoi réjouir les professionnels agréés du secteur pharmaceutique ivoirien. Plusieurs opérations ont été déjà faites. C'est le lieu pour nous déjà, donc, au nom de la profession pharmaceutique, de féliciter la gendarmerie. Ça ne sert à rien d'aller dans des marchés, d'aller dans des points non conventionnels pour prendre, je dirais même pas des médicaments, mais pour prendre des poisons. Notons que la cargaison de médicaments de qualité douteuse est évaluée à 12 millions de francs CFA. Une perte pour le secteur pharmaceutique agréé et les recettes de l'État. Et puis juste après cette importante saisie, la maréchaussée ivoirienne a mis la main sur 144 boulettes de cannabis dans un fumoir de la commune de Cocody. 8 personnes ont été interpellées au cours de cette saisie. Timé Danger, Kim Eric. À peine rentrés d'une opération au marché Roxy, ces hommes de la section antidrogue de la maréchaussée ivoirienne doivent attaquer un autre théâtre, celui d'un fumoir à Cocody à Nono. Effectif réduit cette fois, la descente se fait discrète. Sur les lieux, pas de minute à perdre. Les hommes foncent, défoncent un portail et se retrouvent nez à nez avec la cible. 8 sont cueillis. Moi j'habite dans la rue, là-bas, ils sont rentrés beaucoup là-bas. Quand on est arrivé au moins à 200 mètres, 300 mètres, ils ont tenté de s'échapper, mais on a été encore plus rapide qu'eux. Et c'est ce que vous voyez là encore aujourd'hui. C'est un lieu de vente qu'ils ont transformé en fumoir. Parce que quand vous venez dans un endroit où la drogue est étalée comme ça, ils sont en train d'attacher pour en vendre, c'est un peu illégalisé. C'est comme ils n'ont pas peur, ils se disent que c'est normal. Sur les lieux, des boulettes et blocs de cannabis que les mis en cause se préparaient à ventiler dans leur réseau et des armes blanches. Ce que vous voyez là, c'est une arme blanche qui a appliqué un bois comme Chaka Zulu. Vous avez vu le film Chaka Zulu? Voilà, ils ont essayé de faire un truc comme ça. Ces éléments sont très dangereux. Ils sont capables à tout moment de décapiter quelqu'un, de poignarder quelqu'un. Quoique pris la main dans le sac, ils démentent. Chef, non, c'est pas. Chef, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on peut pas dire que là. C'est pour. Malgré tout, ils sont conduits à la base par ces gendarmes, satisfaits de cet autre heureux coup de filet, fruit de leur engagement à servir conformément à la devise de leur corps, pour la patrie, pour la loi.
3 forages d'exploration pétrolière seront réalisés en 2021. C'est ce qu'annonce le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables dans un document bilan du secteur énergétique. Ces 3 forages ont pour ambition d'accroître la production pétrolière de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Salif Alekoué. 3 forages d'exploration pétrolière seront réalisés en 2021 pour accroître la production pétrolière de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, à travers une note récapitulative du bilan 2020 et des perspectives de 2021 dans le domaine des énergies. Selon ce document, la production des blocs existants sera relancée avec l'intensification des investissements et la poursuite de l'amélioration de la qualité du carburant en Côte d'Ivoire, ainsi que l'accroissement du stock de sécurité nationale en produits pétroliers. Dans ce cadre, le processus d'acquisition d'environ 150 000 mètres cubes de nouvelles capacités de stockage de produits pétroliers sera finalisé. Il est également prévu la finalisation de la restructuration stratégique de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'énergie, l'objectif est de fournir aux populations ivoiriennes de l'énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Par ailleurs, le processus d'électrification des localités sera accéléré en vue d'atteindre un taux de couverture de 100% à la fin 2025. Cette année, au moins 200 000 familles additionnelles bénéficieront d'un compteur électrique à domicile à travers le programme Électricité pour tous, souligne la note, indiquant qu'il est aussi prévu la construction des capacités additionnelles de production d'énergie. La Côte d'Ivoire va continuer à exporter de l'énergie vers ses pays voisins. Les travaux de construction de la première centrale solaire de la Côte d'Ivoire seront lancés cette année à Boundiali, dans l'extrême nord ivoirien, et ceux de la première centrale solaire flottante d'Afrique à Kossou. Par ailleurs, il est prévu le démarrage du projet de construction à Aboissau, de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest, à base de palmiers à huile, 46 MW. Culture à présent avec la découverte d'un artiste ivoirien qui redonne vie aux canettes usagées en les transformant en objets d'art, une tendance éco-responsable qui séduit de plus en plus. Nadja Eja, Kimo Eric. À l'aide de son agrafeuse, Wilfried Anzoumana Traoré fixe les lamelles de canettes sur sa toile, préalablement crayonnée. Pour ses œuvres, pas besoin de pinceau ni de peinture. Wilfried est un éco-artiste. Il travaille avec des canettes usagées de boissons, une passion artistique qu'il allie avec la protection de l'environnement. Une fois comme ça, je partais au plateau. À mon retour, j'ai vu un peu sur la lagune briller plusieurs déchets. Mais ce qui m'a encore plus frappé, c'était les boîtes de canettes. La superposition des boîtes de canettes donnait en tout cas une bonne gamme chromatique. Disons, il y avait plusieurs couleurs au niveau des canettes. Je me suis dit aussi, mais si ces ordures sont dans l'eau, ça va forcément polluer les espèces halieutiques qui y vivent. Donc pourquoi ne pas utiliser ces éléments pour pouvoir leur donner une seconde vie? C'est en 2015, alors qu'il est encore étudiant, que lui vient l'idée de travailler ce matériau. 6 ans après, le souvenir de la première œuvre est encore vivant dans la mémoire de l'artiste. Ma première œuvre avec les canettes, c'était un poisson. Mais avec les canettes, c'était un peu plus compliqué parce que pour avoir d'abord toutes les couleurs, c'est compliqué. Mais bon, quand j'ai fini, moi-même, j'ai écrit « Waouh !» Donc avec ces canettes-là, on peut réaliser des choses aussi belles que ça. Dans son art, Wilfried aborde plusieurs thématiques, allant des espèces aquatiques à des vécus du quotidien. D'abord, il y a le monde ici, le globe terrestre, où il y a un cache-nez. Et là, on a un monstre qui est là, disons un virus. Au fait, c'est sur le coronavirus. Et ce tableau-là, je l'ai intitulé « Espoir » parce que, quel que soit ce qui va arriver, on garde toujours espoir qu'un jour arrivera où le monde va peser et le virus en ira. En moyenne, il faudra compter au minimum 4 semaines pour achever une œuvre. Mais le jeu en vaut la chandelle. Depuis ses débuts, Wilfried a créé une trentaine de peintures qu'il expose dans des galeries de la capitale. En octobre 2018, il remporte le premier prix du concours intitulé « La toile du cacao ». Puis, en août 2019, celui du deuxième prix de la meilleure initiative individuelle
en matière de recyclage des déchets. Dans l'actualité sportive, rebondissement à la Confédération africaine de football. Le président Ahmad Ahmad retrouve son fauteuil après avoir été suspendu et interdit de toute activité relative au football par la FIFA. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, vient de mettre fin à cette suspension. Constant Omari, qui assurait l'intérim, a pris acte hier dimanche de cette décision au cours d'un comité d'urgence. Salif Yalekwe. Le comité d'urgence de la Confédération africaine de football, la CAF, a pris acte dimanche de la décision du tribunal arbitral du sport annonçant la suspension de la sanction prononcée contre Ahmad Ahmad, président élu de la Confédération africaine de football par la chambre de jugement de la FIFA. Ce vendredi 29 janvier, le tribunal arbitral du sport a rendu une décision suspendant la sanction prononcée par la chambre de jugement de la FIFA à l'encontre de M. Ahmad Ahmad, président en exercice de la Confédération africaine de football. Par conséquent, il a de fait retrouvé sa fonction. Sur convocation du président par intérim, M. Constant Omari, le comité d'urgence de la CAF s'est réuni ce dimanche 31 janvier en vidéoconférence. Il a pris acte de la décision du TAS. Dans la foulée, Ahmad Ahmad a salué le travail abattu par l'intérimaire Constant Omari. Je remercie chaleureusement Constant Omari d'avoir assuré la présidence de ces dernières semaines. Il a notamment mis en œuvre avec brio l'organisation du Chan Total Cameroun 2020. Je vais mener à son terme cette magnifique compétition et permettre que le football, comme toujours, triomphe. En ce qui concerne l'élection à la présidence de la fêtière du football africain, où il a vu sa candidature rejetée, Ahmad Ahmad n'entend point abandonner ce processus. Il compte saisir la commission de gouvernance de la CAF. La FIFA disait avoir établi sur la base des informations recueillies par la chambre d'instruction que le Malgache a manqué à son devoir de loyauté, accorder des cadeaux et d'autres avantages, gérer des fonds de manière inappropriée et abuser de sa fonction de président de l'instance fêtière du football africain. Reste à savoir si cette donne bouleversera la liste des candidatures pour l'élection prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. La commission de contrôle de la Fédération internationale de football association, FIFA, avait validé, il y a quelques jours, 4 candidatures. Celle de l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien patron de la FIF, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, le président de la Fédération de football de la République islamique de la Mauritanie, Ahmed Yahya, et le président des Mamelodi Sundowns, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Je vous le disais en titre, au Niger, on connaît l'affiche officielle du second tour de la présidentielle. Ce sera un duel entre le candidat du parti au pouvoir et le premier président nigérien démocratiquement élu. Les précisions de Yeli Traoré. La Cour constitutionnelle du Niger confirme la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle le 21 février prochain. Le duel entre le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ex-président Mahaman Ousmane, lors du second tour de la présidentielle au Niger, le 21 février, aura bien lieu. La Cour, qui devait trancher sur des recours déposés par des candidats et valider les résultats provisoires publiés par la commission électorale, après le premier tour fin décembre, ne s'était pas encore prononcée. La Cour constate qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, constate que les candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mahaman Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. Les chiffres de la Cour sont sensiblement les mêmes que ceux publiés début janvier par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, était crédité de 39,33% des suffrages contre 16,99% pour l'ex-président Ousmane. L'annulation partielle ou totale du premier tour, réclamée par des candidats de l'opposition, a été rejetée par la Cour. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. Les deux finalistes doivent, pour le second tour, engager des négociations
avec les 28 autres candidats malheureux, mais elle s'annonce compliquée dans ce pays où les alliances se font et se défont rapidement. Toujours ailleurs dans le monde, en Grande-Bretagne, pays le plus endeuillé en Europe par la Covid-19, des bénévoles de tout horizon apprennent à vacciner afin d'aider les personnels de santé à mener à bien la campagne de vaccination qui a débuté le 8 décembre dernier. Yéli Traoré. Dans un gratte-ciel de Londres, une centaine de personnes, la plupart sans qualification médicale, s'entraînent à manipuler une seringue. Elles s'apprêtent à intégrer l'armée de bénévoles déployés dans tout le Royaume-Uni pour vacciner à la chaîne contre le coronavirus. Les autorités du pays, qui déplorent plus de 106 000 morts de la pandémie et est soumis à un dur confinement, ont fait de la vaccination une cause nationale pour sortir de la crise. Elles ont mobilisé les militaires, mais aussi des dizaines de milliers de volontaires. Les volontaires sont absolument essentiels à ce programme de vaccination, car ce qu'ils apportent, c'est l'échelle et la capacité. Nos personnels de santé sont déjà sous la pression du Covid et il serait impossible de leur demander, seuls, de mettre en place ce programme de vaccination. Les 30 000 volontaires que nous recrutons vont donc permettre de s'assurer que les gens puissent être vaccinés le plus tôt possible. C'est juste le fait de savoir que nous aidons à, comme je le dis, guérir le monde. Il y a beaucoup de pression sur le système de santé, dont je sais qu'il compte vraiment sur les volontaires et sur les gens de St. John. Donc, c'est important de pouvoir aider là où nous le pouvons. Jeunes ou âgés, ces bénévoles de tous horizons font partie des 30 000 personnes qui seront recrutées d'ici au printemps par St. John Ambulance pour administrer le vaccin dans les centres de vaccination massive établis par les autorités. Cette journée de formation permet de mettre en pratique les connaissances acquises lors de 15 heures de cours en ligne. À la fin, tous les bénévoles sont immergés dans un faux centre de vaccination. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage et on se retrouve demain à 19h50 pour une nouvelle édition de NCI News.